Bonjour, fidèles téléspectateurs de votre chaîne et votre émission préférée, Doudou Montiri, qui vous retrouve pour un nouveau numéro. Et dans ce numéro, nous allons recevoir pour vous Madame Palawele. Et elle est cadre au mouvement de libération du Congo. Ça, c'est la première partie. Deuxième volet, nous allons recevoir pour vous l'honorable Steve, député provincial. Avec lui, on va en savoir plus sur le gouvernement. À quand l'investiture du gouvernement provincial, qu'est-ce qui bloque? Et on va analyser avec notre invité Steve, l'honorable député provincial. Ça, c'est la deuxième partie. Alors, nous partons déjà, dire merci à Dieu qui nous a encore protégés pour ces souffles de vie gratuits qu'il ne cesse de nous renouveler. Et nous allons croire que l'Éternel qui nous a donné la force et l'intelligence et la sagesse, en ce lieu-là, nous lui devons beaucoup de reconnaissance. Alors, Madame Palawele, bonjour. Bonjour, papa. Vous allez très bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous parlez toujours avec beaucoup de douceur. Merci, comme c'est vous qui le dites. Ok, alors, partons directement parce que c'est la première des choses qui préoccupe aussi la jeunesse actuelle, qui veulent aussi en savoir plus sur l'historique et l'historique politique, le parcours politique de Jean-Pierre Bagombo. Ça, c'est la première des questions. Et vous êtes cadre au mouvement de libération du Congo. Parlez-nous un peu de Jean-Pierre Bagombo. Quel est son parcours politique pour que notre jeunesse puisse comme ça avoir de plus en plus d'informations? Je dirais de l'entrée du jeu que le fils Jean-Pierre Bemba Gombo, quand je dis fils, cela veut dire l'enfant de papa Jeannot, papa Jeannot Bemba, qui fut l'un des grands entrepreneurs zaïrois de l'époque. Et son fils Jean-Pierre Bemba Gombo, comme tout fils, il lui a envoyé en Europe faire ses études. Après avoir terminé ses études en Europe, il est revenu au pays. À l'époque, c'était la République du Zaïre. Et il a commencé à travailler dans l'entreprise de son père. Et de là, nous allons signaler que papa Jeannot Bemba, lui, il a plus travaillé dans le secteur de l'agriculture et pour le secteur des transports. Quand je parle de transport, nous avons les transports fluviaux, les transports terrestres et pour les transports aériens. C'était le secteur de prédilection de papa Jeannot Bemba, l'entrepreneur zaïrois de l'époque. Alors son fils Jean-Pierre Bemba Gombo, qui va travailler dans l'entreprise de son père, et quelques années après, lui aussi va se procurer d'un appareil volant qu'on appelle communément un avion. Il s'est acheté un avion à trentaine des années. Après ça, lui, émis par la vocation de son père, il s'est lancé aussi dans l'entrepreneuriat et il créa son entreprise de télécommunications, là où on parle de Comcel. Après, il va rejoindre le maréchal Mobutu pour travailler avec lui comme son conseiller financier, mais j'insiste bien, un conseiller financier privé du maréchal Mobutu. Et après quelques années, le régime du maréchal Mobutu, ce qu'on appelait communément la Deuxième République, va prendre fin par la manière dont tout le monde le sait. Il y a eu l'avènement de l'AFDEL qui sont venus par les armes pour renverser le pouvoir en place de l'époque. Et par là, le jeune homme Jean-Pierre Bemba Gombo va rentrer, va repartir en Europe et il va constater que, comme c'était le souhait des peuples congolais, peuples zaïrois à l'époque, parce qu'ils étaient emballés dans un discours du genre « nous voulons le changement, nous voulons le développement pour les grands Zaïre, nous voulons amener les grands Zaïre à un niveau de développement économique sur tout plan ». Alors, il s'est fait malheureusement qu'au lieu de faire développer les Zaïre, maintenant cette fois-ci, baptisé sous le nom du Congo, sous le régime du fait président Laurent Désiré Kabila, malheureusement, le nouveau maître du pays va transformer son régime à une tyrannie impossible. Et c'est par là que le jeune homme, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était en Europe, va dire « Mais non, ça ne va pas. Comment vous allez encore nous amener dans une tyrannie sans précédent ?» C'est de là qu'il va décider de reprendre
l'avion est revenu dans son pays. Maintenant, il voulait à tout prix changer un peu la donne, qu'on ne puisse pas s'enfoncer dans la tyrannie qui s'installait. Mais maintenant, comment le faire? Est-ce qu'il faut le faire en faisant une opposition non armée? Non, parce que le nouveau pouvoir avait réduit l'opposition non armée en silence. Et d'ailleurs, il avait même relégué le leader charismatique de l'époque, fait Papa Étienne Tshisekedi, dans son village natal Kabiakamwanga. Chose impossible. Il fallait aller dans le monde scientifique pour changer la donne, la nouvelle tyrannie, mais les soldatesques du nouveau régime, qu'on les appelait à l'époque les Kadogo, ne lisaient pas. Alors, que faire? Non, comme le nouveau chef, le nouveau tyran, lui n'écoute que le langage des armes parce qu'il s'y de signaler qu'il est arrivé au pouvoir par la voie des armes. Alors, il fallait utiliser le langage que lui écoute mieux, qui est celui des armes. Et c'est comme ça que le digne fils du pays va maintenant prendre les armes parce que c'était la seule option qui restait pour que le nouveau tyran puisse écouter les autres. Et il n'était pas seul, il y avait les autres qui avaient pris des armes. Bon, moi, je préfère plus me concentrer sur lui pendant cette époque-là. Ah bon? L'affaire était intéressante, ils étaient sur terrain. Au fur et à mesure que le mouvement évoluait, le pouvoir de Kinshasa était contraint à dialoguer, à négocier avec les fils du pays qui voulaient que les choses puissent changer. Maintenant, à la table de négociations, je dirais au préparatif de négociations, le jeune homme Jean-Pierre Bemba Gombo va, dans son cahier de charges, exiger qu'autour de la table, qu'il ait l'opposition non armée, que ça ne soit pas seulement l'affaire du régime de Kinshasa et ceux qui ont opté pour l'opposition armée. Il voulait à tout prix qu'il y ait aussi l'opposition non armée. Alors, qui incarnait l'opposition non armée à l'époque? C'était Papa Étienne Tshisekedi. Et c'est comme ça qu'il va imposer que Papa Étienne Tshisekedi vienne à la table de la négociation. Et de là, chose dite, chose faite. Et c'est comme ça que vous avez remarqué que Papa Étienne était à la table de la négociation. Et d'ailleurs, nous dirons même que cette négociation-là, c'est la négociation de San-Site qui a abouti par un accord. Et parmi les choses la plus importante de ces accords-là, il y avait les élections. Donc, on avait imposé les élections. Et par là, nous dirons que Monsieur Jean-Pierre Bemba, le fils du Papa Jeannot Bemba, est parmi les acteurs clés qui ont imposé les élections dans la République démocratique du Congo. Donc, il fait partie des parrains de l'actuelle constitution. Et nous dirons aussi qu'hormis le fait qu'il puisse évoluer dans le monde politique, il fut aussi un entrepreneur parce que... mais ça c'est la question qui me vient à l'esprit, mais pourquoi est-ce que lui qui avait suffisamment de moyens, et il a voulu comme ça suivre ce fait, aimer la politique, il a accepté de suivre cette voie et en tant que fils d'un riche qui avait presque tout, et la politique, c'est encore pour chercher quoi? Oui, je dirais, s'il faut essayer un peu de vous paraphraser, monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer qu'à l'époque, nous avions des prêtres blancs qui venaient de familles riches, mais ils venaient embrasser la religion. Là, on parle de l'apostolat. À mon humble avis, je trouve que pour M. Jean-Pierre Bemba Gombo, faire la politique, c'est l'apostolat. Et l'apostolat, cette fois-ci, pour le bien-être de la population. Je ne peux pas dire que sa population, mais de ses concitoyens. Parce que lui n'avait pas un problème de gastronomie, il n'avait pas un problème d'habitat, il n'avait pas un problème de moyens de transport, moins encore de paraître. Lui, déjà, à cette époque-là, il avait déjà dépassé ces histoires-là. Mais il était épris. Il suffit seulement de lire dans son livre qui est intitulé « Le choix de la liberté ». Lui, il était épris par
ces sentiments-là, de voir ses concitoyens vivre en liberté, en paix dans leur pays et dans un pays où il y a le développement. Voilà pourquoi il a abandonné ses villas, ses avions en Europe et il va maintenant revenir au pays pour commencer le mouvement. Et j'insiste bien, dans la forêt, ceux qui connaissent bien la forêt savent ce que regorge les écosystèmes qui sont dans la forêt. Mais il a accepté ces risques-là pour le bien-être de ses concitoyens, le peuple congolais. Voilà, Madame Palaozier, actuellement, parlons de la politique actuelle, la jeunesse qui nous suit en ce moment. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, lui, a apporté un plus dans notre politique, la politique congolaise, pour que la jeunesse puisse comme ça arrêter quelque chose de Jean-Pierre Bemba Gombo? Nous dirons que Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est un acteur qui a apporté vraiment quelque chose de si important dans la politique congolaise. D'abord, l'esprit de sacrifice, laisser tout ce qu'on a et venir risquer pour les autres. Deuxièmement, il est un vecteur de valeur. Pour lui, c'est le travail. On doit gagner son pain à partir du travail. Troisième chose, la constitution actuelle émane de ce sacrifice. Je ne dis pas qu'il est le seul maître à bord, mais il a été à côté des autres pour imposer un nouvel ordre politique. Et puis, si vous allez continuer avec les questions, je dirais, tous ceux qui ont eu à travailler avec Jean-Pierre Bemba, en commençant par la vice-présidence de l'ECOFIN, savent de quoi l'homme est capable. Il a su stabiliser le cadre macroéconomique qui était devenu à un moment donné la chanson chez tout le monde. Il a su maîtriser le dollar à un taux stable pendant 3 ans. Et puis, il a permis aux citoyens congolais de vivre dans la démocratie, avoir la liberté d'expression. Et voilà un peu, je dirais, c'est un animal politique. Partout où il passe, il amène un changement. Voilà, alors concernant ce gouvernement, le gouvernement actuel, les gens se questionnent comment est-ce que Jean-Pierre Bagombo pourra accepter le ministère des Transports. Alors ça c'est la question de la plupart des citoyens congolais. Alors vous qui êtes cadre au mouvement de libération du Congo, quelle est votre réaction? Le ministère de Transport. Les Congolais disent comment il a accepté ça. Bon, il suppose, entre guillemets, qu'il a réduit sa vision. Non, papa. Dès le départ, il vous souviendra que j'ai dit que son père travaillait dans l'agriculture et les transports. J'ai précisé transport aérien, transport fluvial et puis terrestre. Donc, c'est un fils maison. Il sait, il connaît les problèmes des transports du pays. Et puis, nous allons dire qu'on ne peut pas prétendre faire développer la RDC sans redresser le secteur du transport. Parce qu'en fait, tout ce que nous vivons gravite tout autour du transport. Même le vivre, tout ce que nous voyons là, c'est le transport. Aérien, maritime. Aérien, maritime, terrestre, tout ce que vous voulez. Mais c'est le transport. Monsieur le journaliste, je vais vous donner un exemple d'un pays, Éthiopie. Éthiopie ne vit que des transports aériens. Et Éthiopie s'est développée. Il y a d'autres pays, je pense la Suisse ou bien la Belgique, qui tablent sur les ports, c'est les transports maritimes. Mais chez nous ici, peut-être, je ne sais pas si les gens ont quelle conception du transport. En tout cas, moi, je... Oui, c'est plus les WEWA et les taxibus, c'est ça, pour le Congolais. Oui, bon, les WEWA, je comprends. Les WEWA, d'ailleurs, c'est un phénomène qui s'est accru dans les dernières années ici. Mais ils limitent leur vision aux motos. On voit les WEWA, on voit les bus, tout ça. Mais non, ce n'est pas ça. Les transports, il y a beaucoup de choses dans les transports. Comment peut tout arrêter aujourd'hui? Développer seulement le secteur des transports. Et d'ailleurs, nous sommes un pays au centre d'Afrique. Il suffit qu'on développe bien le secteur des transports. Nous allons relier l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Et d'ici, on va même aller dans d'autres pays.
Et d'ailleurs, moi, je pense que si on travaille bien, nous centrons bien nos projets, et moi je parle là de la République, hein, le programme de chef de l'État, si c'était centré sur les transports, rien qu'avec les transports, c'est possible, avec un bon animateur, qu'on puisse faire développer ces pays. C'est soit on connaît l'importance du transport, ou bien on a une vision tout petit peu limitée. Voilà, alors Madame Colorone, nous allons finir avec vous pour cette fois-ci réagir, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui s'acharnent contre votre président national. Je ne sais pas si vous pouvez quand même donner votre avis, votre réaction par rapport aux attaques pareilles qui par moment nous a poussé à faire appel à vous pour la réaction. D'emblée, je dirais que les attaques sont normaux parce qu'il y a un adage chinois qui dit qu'au fur et à mesure, un arbre croît, pousse et il reçoit les coups de vent. Et puis aussi, il y a le phénomène de l'avènement de NTIC où quelqu'un peut rester dans sa maison, il prend son téléphone, il croit que le monde entier se résume là, il écrit ce qu'il veut écrire. C'est normal. Et puis pour un politicien, moi je trouve que c'est normal, on peut parler de lui. Mais là où il y a un petit souci, c'est que parlons au moins de la personne dont on connaît. Parlons des choses dont on connaît. Sinon, nous risquerons de dire que non, le président Macron, c'est un mauvais président africain. Lui, là, il gère très mal Madagascar. Non, c'est parce qu'on ne le connaît pas. On se permet quand même d'écrire quelque chose sur lui. Mais avant d'écrire quelque chose sur quelqu'un, il faut les connaître, il faut savoir à qui tu as affaire. Et moi, je trouve qu'il y a aussi un petit souci de dépravation de mœurs, chose qui nécessite qu'on puisse axer un peu sur le civisme pour permettre à nos jeunes gens de plus apprendre que de plus écrire. Et souvent, on écrit mal, on écrit ce qu'on pense, ce qu'on croit être. Et même, vous savez, monsieur le journaliste, quand vous utilisez très mal les réseaux sociaux, ça vous diminue. Moi, je pense que notre président national n'est pas une cible d'attaque, mais il permet à la population congolaise de voir le niveau de la mentalité ou bien le niveau de l'éducation de certains jeunes, entre guillemets. Je ne parle pas de tous jeunes qui se livrent à ça. Et ça nous a aussi permis de comprendre qu'il y a un réel problème de civisme. Parce qu'on parle de quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Mais peut-être aussi que ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne savent pas qui est Bemba. Et je dirais qu'il est important qu'on puisse revoir les cours de l'histoire du Congo pour parler un peu des acteurs politiques contemporains. Parce que nous connaissons plus Kasavubu, on connaît plus Lumumba, nous connaissons moins en moins Mobutu, Mzee Kabila, et puis jusqu'aux grands acteurs comme Bemba, on les connaît très mal. Et la crainte, c'est que la génération future risque de mal écrire. L'histoire est biaisée, apparemment. Carrément biaisée. Pour ne pas dire falsifiée. Merci, Madame Kalawale. Merci. Très bien. Alors, pour finir? Pour finir, je dirais Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est un digne fils du pays. Il a beaucoup travaillé. Il a su donner sa jeunesse parce qu'il a commencé à travailler pour ce pays à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, il a quel âge? Donc, nous voulons ces genres de jeunes-là qui peuvent, comment dirais-je, être épris de sens élevé, de moralité, d'abnégation pour travailler et servir leur pays. Et d'ailleurs, moi, je pense que Jean-Pierre Bemba Gombo fait partie du modèle de ces jeunes-là qui se sont sacrifiés pour leur pays. Ils ont tout donné pour leur pays. Au lieu de recevoir, ils ont plus donné. Ok, ça va. Au lieu de recevoir, il a plus donné, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ça, c'est vraiment très capital. Hein. Donc, aimons les Congo, travaillons pour le développement de notre pays. Et c'est très capital. Nous vous laissons suivre l'extrait. Ça, c'est l'arrivée de Bemba, Mbandaka, Bemba Jean-Pierre Mbandaka. Alors, nous allons revenir sur après.